Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vos-Savaros, responsable édito chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 9e numéro, comment envisager le monde qui vient ? Face aux défis économiques et à la montée en puissance des pays émergents, face à nos modèles de société toujours plus gourmands en moyens financiers et énergétiques, face à la crise climatique qui nous impose de repenser notre manière de consommer, quelle posture adopter ? Quelle solution s'offre à nous ? Benjamin Rosor, notre expert maison, est avec moi aujourd'hui pour refaire le match des 3 jours de conférence intitulée « Le monde qui vient » et signé Veracash. Valeurs Refuge, épisode 9, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Remis de cette journée de tournage pour préparer le monde qui vient ? Oui, tout à fait, c'est un peu sportif. Ça a été un peu un combat de boxe avec certains invités, mais c'est bien intéressant. On en parlera. Le monde qui vient, c'est donc la première partie de la rencontre annuelle de Veracash qui aura lieu du 27 au 29 juin 2023. Tu es le maître de cérémonie, puisque de toute façon, qui mieux que toi pour gérer des interviews, sauf maintenant, très clairement. Avant d'évoquer les invités et les thématiques, comment on se prépare à un tel exercice ? Alors la première chose qu'il faut faire, c'est choisir les invités. Donc en fait, on essaie mentalement d'imaginer ce que ça va donner, ce que l'ensemble va donner. Et c'est vrai que ici, on essaie toujours de trouver plusieurs points de vue. Même si on sait que des points de vue vont parfois un peu hérisser les téléspectateurs ou les abonnés de la chaîne YouTube. Mais en tout cas, on a d'abord ce travail de préparation, c'est savoir si on va avoir un champ assez large de points de vue pour arriver à donner un ensemble intéressant. Et puis après, on trouve des gens, on essaie de les contacter, on arrive à les contacter, on achète leurs bouquins, on lit leurs bouquins, on prépare des questions, on essaie de voir ce qui peut être précisé, parce que effectivement quand on lit les bouquins et où on regarde les interviews de certains invités, on se dit qu'ils sont parfois sur une sorte de tapis roulant de l'idée, et que ce qui va être intéressant, c'est si on arrive à les faire un peu déraper, un peu sortir de ce cadre qu'ils ont pris l'habitude d'avoir. Et d'ailleurs, ils en sont assez contents en général, parce que si on ne fait que leur poser des questions auxquelles ils ont déjà répondu 100 fois, ou qu'ils ont couché sur le papier sur des centaines de pages, en fait, ils s'ennuient, et donc s'ils s'ennuient, on s'ennuie aussi. Mais la configuration aide aussi, c'est-à-dire que pour l'expliquer à nos auditeurs et aux futurs spectateurs de la chaîne YouTube de Veracash, vous êtes dans 2 fauteuils, des trucs un peu moelleux, il n'y a pas de table, il n'y a pas l'esprit micro-signe comme à la télévision. Ça aide peut-être dans la construction de l'interview plutôt que d'avoir quelque chose de très statutaire ? Alors, ça peut aider, parce qu'effectivement, on est très proches l'un de l'autre. L'invité et moi, nous sommes assez proches. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à m'enfoncer dans un fauteuil, donc les gens le verront. Je suis en général plutôt au bord du fauteuil, et je suis très avancé vers la personne. Donc c'est là où je dis que parfois, ça fait un peu match de boxe, parce que physiquement, en fait, je mets un peu de pression. Alors, c'est pas de la pression méchante, mais je mets un peu de pression parce que je veux obtenir des réponses. Et donc, je mets parfois un peu de pression à l'invité, tout en le respectant, bien évidemment. Voilà, je précise évidemment pour nos auditeurs qu'aucun intervenant n'a été maltraité durant cette séquence. Justement, nos invités, il est temps de dresser un peu leur pédigré, leur biographie. Ce sont Jean-Marc Daniel, Raphaël Rossello et Gilles Raveau. Qui est Jean-Marc Daniel ? Alors Jean-Marc Daniel, c'est un professeur d'économie, plutôt libéral, même très libéral, oui. Pas plutôt libéral, très libéral. Il est professeur d'économie à l'ESCP, mais il est aussi essayiste. Il écrit beaucoup de bouquins. En 2022, il en a écrit 2. Ouais. On en a beaucoup parlé de ces bouquins, parce que c'est deux ouvrages qui ont des thématiques qui ont l'air assez éloignées, ou en tout cas qui peuvent être antinomiques, mais lui dit non. En fait, il y en a une sur Vive le libéralisme et l'autre sur l'écologie, ou sur les économistes et l'écologie. Et quand on lui dit vous êtes gentil Jean-Marc, mais en l'occurrence c'est quand même 2 sujets qui vont pas aller ensemble, et lui dit si, ça va aller ensemble. Ta première question d'ailleurs, c'est vous êtes le Dr Jekyll et Mr Hyde de l'économie. Heureusement que tu lui as posé la question juste avant, c'est un secret de tournage, mais tu l'as préparé en lui disant: je vais quand même vous poser cette question en premier, ce qui vous permettra de dire ce que vous souhaitez. Pardon. On enchaîne. Raphaël Rossello. Alors, il n'est pas économiste, il n'est pas universitaire. Lui, il est banquier.
Alors à chaque fois qu'il dit je suis banquier, il cherche à s'excuser, alors dire oui mais je suis banquier du réel, banquier du concret. C'est très intéressant parce qu'en fait il a été très proche du monde de la finance et pas de n'importe quel monde de la finance. Hein. Il a beaucoup traîné à Wall Street, il le dit, il a été à Londres, il a été à Bruxelles, il a été en France. Mais aujourd'hui, il essaie de ramener la finance et donc la banque essentiellement sur le réel, sur le concret. Son public, ses clients, ce sont des chefs d'entreprise qui ont en général des soucis et lui est là pour arriver à financer l'avenir de leur entreprise avec des questions très concrètes. C'est pas du tout la finance folle qu'il déteste d'ailleurs. Oui. Il s'ancre au réel justement parce qu'il est parrain d'une association, il est administrateur d'une association qui s'occupe d'enfants atteints de cancer notamment. Le dernier invité, et c'est un peu une surprise chez nous, parce que c'est pas tellement habituel comme profil, c'est Gilles Raveau. Oui, alors on va dire Gilles Raveau, c'est le gars de gauche, quoi. Ouais, c'est la caution de gauche de cet événement. C'est pas une caution, mais en tout cas, il est vraiment de gauche. C'est une personne, son mentor en économie, c'est Bernard Maris, qui était l'économiste en chef de Charlie Hebdo, qu'il a non pas remplacé, mais auquel il succède. Et donc, il est complètement de gauche. Mais en fait, quand on l'écoute, on se dit, mais il n'est pas très très loin quand même des conservateurs ou des libéraux, parce que, par exemple, il est très souverainiste. C'est-à-dire que c'est de la gauche souverainiste pour les plus anciens d'entre nous. C'est Chevènement. Chevènement. Voilà, Chevènement, voilà. Ouais. Moi, alors effectivement, Chevènement, maintenant quand on le voit, on se dit c'est bizarre. En fait, Chevènement, dans les années 80, c'était un courant de pensée très important en économie pour les gens de gauche. On l'aura compris, l'intérêt aujourd'hui est de s'entourer d'experts et de grands témoins de notre société pour comprendre les mots et sans doute se faire prescrire les remèdes auprès d'eux. Brièvement, quelles ont été les thématiques abordées ? Je crois que pour Jean-Marc Daniel, c'est surtout quelles sont les réponses économiques face aux menaces qui pèsent sur la planète ? Oui, avec un cours d'histoire de l'économie. Alors moi, j'ai été, c'est le titre d'un de ses ouvrages, et c'est le sujet d'un de ses ouvrages. Il parle des premiers économistes français qui sont du XVIIIe siècle, donc c'est le siècle des Lumières, et ce sont des économistes qui sont les physiocrates, alors très sincèrement, je ne connaissais pas ce mouvement d'économie, qui allait quand même à l'origine de l'histoire de l'économie en France, et qui sont des gens qui ont une relation forte avec la nature. Ils disent en fait l'économie peut se développer si elle respecte la nature. Alors c'est très intéressant parce qu'on se dit mais comment cet économiste libéral se réfère à ces gens-là qui ont l'air d'être très très proches des environnementalistes. Et lui dit non, ils sont juste ils ont du bon sens en fait. Et il revient sur un vrai sujet puisque les physiocrates disaient il va falloir avoir de l'énergie. Alors il disait pas ça comme ça à l'époque, mais il parlait du soleil. Et lui dit, en fait, la solution, c'est de capter le soleil, de encore mieux générer de l'énergie avec le soleil. Quand il dit ça, il dit pas mettez des panneaux photovoltaïques partout, c'est pas ce qu'il dit. Non, et pas au XVIIIe siècle non plus d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme il dit c'est la solution, il dit non, mais c'est pas exactement ça. En fait, l'énergie du soleil, vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez finalement dans le bois, à partir du moment où un arbre pousse grâce au soleil. En fait, c'est un stockage d'énergie solaire, un arbre. Et après, effectivement, Jean-Marc Daniel, qui est contributeur aux Échos et chroniqueur chez BFM Business, nous fait un peu le topo sur le rattrapage d'inflation que nous sommes en train de vivre, la nécessité de travailler davantage, et il essaye d'étayer ses propos à ce sujet, et la fin de l'anomalie des taux d'intérêt négatifs. Mais ça, j'envoie les gens regarder l'interview qui sera diffusée le 27 juin, et évidemment disponible à vie sur la chaîne YouTube de Veracash. Tu ne veux pas que j'en dise trop. Voilà, exactement, on garde un tout petit peu de surprise. Parlons de Raphaël Rossello, diffusé le 28 juin, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Demain, la fin de l'insouciance ». Et donc on a titré cette vidéo « L'Occident en récession depuis 50 ans, point d'interrogation ». C'est vraiment ce qui se passe ? Alors c'est vraiment son sujet. C'est-à-dire que Raphaël Rossello, banquier du concret, du réel, un jour s'est interrogé sur la croissance qui n'arrêtait pas de
se poursuivre, alors qu'il avait l'impression que finalement ça allait pas si bien que ça. Et donc il a fait ses petits calculs, tout en, vous l'entendrez, il a demandé à des experts de vérifier que ces calculs n'étaient pas complètement surréalistes. Et en fait ce qu'il dit, c'est assez simple, il dit on nous parle de croissance, donc disons 2% de croissance depuis la fin des années 60 en moyenne, mais en fait il y a un endettement qui lui augmente toujours. Et donc, si on soustrait cet endettement à la croissance, en fait, on est en récession, notamment aux États-Unis. C'est ça son sujet. Oui, c'est-à-dire qu'il a appliqué la mathématique de l'entreprise à l'État, et effectivement, les calculs sont édifiants. Oui, avec un vrai sujet, et ça c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est transverse sur les 3 invités, sur la problématique de la productivité. Donc est-ce qu'il y a encore des gains de productivité ? S'il n'y a plus de gains de productivité, alors il y a un souci pour tout le monde, et c'est ce que disent à peu près les 3 invités. C'était ma question d'après, mais je pense que finalement tu auras répondu. On va clore les thématiques avec celle de Gilles Raveau, qui, alors c'est étrange puisqu'on en a déjà parlé précédemment dans Valeurs Refuge, c'est le déclin de la France est-il inévitable ? C'est surtout la question de l'endettement, de la qualité des services publics, mais pas que. Oui, Gilles Raveau, lui, il pense que, à la différence des 2 autres, que en fait l'État peut nous sauver. Il parle beaucoup de l'endettement. C'est toujours pareil, hein, il parle de l'État stratège. Alors, d'ailleurs, vous l'entendrez, moi je lui pose la question, je lui dis, mais vous êtes en train de me parler d'un truc des années 60, on est en 2020. On ne peut pas calquer des choses qui étaient dans les années 60 en 2020, c'est complètement ridicule. Et lui, il défend son point de vue, et c'est hyper intéressant, donc il parle vraiment de l'État stratège. Et l'État stratège va nous sortir de l'ornière si on accepte qu'il le redevienne. Et si on accepte que l'endettement n'est pas un problème. Avec une différence, dans les années 60, la question de l'Union européenne était très vague. Et en fait, il dépeint un portrait de l'Union européenne assez catastrophique, quoi. Enfin, il déteste l'Union européenne, mais donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder cette interview. C'est très intéressant. La question des choses qui les rapprochent, tu le disais, hein, donc c'est effectivement le gain de productivité. Il y a d'autres choses qui les rapprochent dans leur discours, malgré la diversité des profils qu'on a face à nous, là ? Oui, ils sont sur le constat de la problématique environnementale. Alors, ils n'ont pas les mêmes réponses, mais en tout cas, voilà, ils sont pas aveugles, hein, sont pas des gens qui sont hors sol et qui pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de l'environnement. Simplement, ils n'ont pas les mêmes réponses, mais c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment, hein, entre les gens qui disent que la technologie va nous aider à dépasser cette problématique parce que l'humain a toujours trouvé de la technologie pour se sortir de l'ornière, et puis les autres qui disent non, mais il faut arrêter avec la technologie et la course en avant. À un moment, il faut arrêter de consommer de la planète. Voilà, la théorie de la décroissance. Alors, voilà, notamment. En général, ils n'aiment pas les 3 sont assez moyens sur la décroissance. Voilà. C'est aussi un sujet qui les rapproche. Allez, on sort comment de cette session de tournage ? Quel a été ton sentiment après les interviews et sur le niveau des intervenants ? Alors moi, je sors toujours de ces interviews avec vous et en général avec les chaînes du groupe Au Coffre pour en parler plus généralement. Je me dis toujours que ce sont des points de vue qu'on n'entend pas, ou pas assez, ou peu, et surtout, ce qui est très agréable, et j'espère que les abonnés de la chaîne seront d'accord avec ça, c'est qu'on a le temps. Et les invités le savent, donc je les préviens, je leur dis voilà, on a 40-45 minutes, détendez-vous, je ne vais pas vous couper toutes les 10 secondes, simplement comme je suis hyper concentré et que en général j'ai un peu préparé ma journée. Léger. J'essaie de pas les laisser s'embarquer dans des choses un peu faciles, et donc je vais parfois quand je les interromps, c'est pas pour donner mon avis. Moi je donne assez rarement mon avis, d'ailleurs je le donne pas, c'est pas mon sujet. Moi j'ai jamais la posture de celui qui donne son avis. En revanche, j'aime bien que les gens soient honnêtes avec ce qu'ils ont envie de penser, et donc parfois quand il y a une petite glissade, j'essaie de les remettre dans le bon sujet. La dernière question, tu l'as posée à tes invités, c'était comment envisagez-vous le monde qui vient ? Benjamin, même question pour toi. Quel est ton avis sur la question ? Là, tu vas donner ton avis finalement, mais en même temps, je te le demande. Oui, alors c'est extrêmement rare et je ne sais pas très bien le faire. Moi, aujourd'hui, sur le monde qui vient, j'ai un vrai sujet sur la jeunesse.
parce qu'on entend beaucoup la jeunesse, et c'est bien, hein, on l'entend beaucoup, et on l'entend avec son niveau de parole de jeunesse, c'est-à-dire c'est un peu extrémiste, c'est un peu radical, c'est un peu Yaka Faucon, vous avez fait n'importe quoi, vous les boomers dont je fais partie, vous avez consommé n'importe comment, vous avez pas vu l'environnement qui se dégradait, et donc aujourd'hui on est obligé de réparer, on est obligé d'être un peu violent. Bon, j'espère que ce ne sont que des problématiques de radicalité de jeunesse. On dit souvent c'est à 20 ans qu'il faut être communiste ou extrémiste. Bon, en général, après à 30, on se détend un peu. La réalité de la problématique environnementale, elle est bien là. Moi, j'ai pas fait le choix entre la technologie et la sobriété. Je remarque quand même que ma génération, alors je le disais l'autre jour à mes enfants, ma génération, nous, on a été à la chasse anti-gaspi. Et donc en 73, moi je me rappelle des balades en voiture avec mes parents où on remplissait un petit carnet de bandes dessinées. Alors c'était marrant parce qu'à l'époque on parlait aux gens comme des imbéciles, donc on faisait que des bandes dessinées. C'est comme dans le métro, petit lapin, tu vas te pincer avec un lapin. Bon ben là on avait la chasse aux gaspilles, un petit personnage qui lui fermait les fenêtres de la voiture pour avoir une meilleure aérodynamie, etc., etc. Et donc l'économie d'énergie, on l'a beaucoup fait. On l'a aussi fait. C'était pas un combat politique, mais bêtement parce que on avait un président qui avait dit on n'a pas de pétrole mais on a des idées. On s'était mis là-dedans et je crois qu'on l'a fait aussi. Donc opposer les générations, ça c'est un truc qui me hérisse un peu. J'espère qu'on va pas poursuivre. J'espère que le monde qui vient, en tout cas en France, va pas être une opposition entre les générations, les anciens contre les jeunes. Il y a plein de civilisations où les anciens sont hyper bien respectés. C'est pas du tout impossible. Voilà, en Afrique, en Asie, en Espagne, voilà, les anciens ils sont respectés. On peut aussi respecter les anciens et pas les accuser de tous les malheurs du monde et donc les mettre, les cacher, comme on est un pays où on cache beaucoup les vieux. Hein, donc ça serait bien qu'on arrête un peu, parce que je le deviens. Merci beaucoup Benjamin, moi pour avoir été témoin des tournages et pour avoir vu effectivement en avant-première les 3 soirées de conférence, je vous invite fortement à les regarder, c'est très très intéressant parce que Benjamin tu réussis à sortir l'essence même du discours et de la pensée de chacun et vraiment je te remercie pour cette contribution qui est précieuse pour nous, sache-le. Valeurs Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Des questions, des remarques ou des suggestions, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Veracache. Donc soyez au rendez-vous du Monde qui vient du 27 au 29 juin 2023. D'ici là, salut!